Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La France rend un hommage solennel aux 9 militaires tués en Côte d'Ivoire. Dans la cour d'honneur des Invalides, Jacques Chirac a exprimé son admiration, sa reconnaissance et les a décorés à titre posthume. Pendant ce temps, les rapatriements ont commencé, exténués, amers, mais soulagés. Quelques 840 Français sont en train d'arriver à Roissy à bord de 4 avions. Sur place à Abidjan, la situation est calme, mais toujours très tendue. L'agonie de Yasser Arafat, cette fois son entourage l'affirme, le coma est irréversible, mais le président de l'autorité palestinienne est toujours en vie et il n'est pas question de débrancher les appareils respiratoires, c'est ce qu'indique le dignitaire religieux qui s'est rendu à son chevet. En France, comme chaque année avant les grands froids, on s'inquiète pour les sans-abri. Le gouvernement présente son plan hiver, jusqu'à 8000 places supplémentaires dans les centres d'accueil qui s'ajoutent aux dispositifs en place toute l'année. Le premier bilan de l'opération Côte de jour sur les routes. 3 automobilistes sur 10 allument leur feu pendant la journée. Bilan encourageant selon la sécurité routière. Enfin, à la veille du 11 novembre, anniversaire de l'armistice, on verra que la Première Guerre mondiale est plus que jamais présente dans les mémoires. Et dans ce journal, nous retrouverons l'un des 15 poilus encore en vie. Il s'appelle Léon Veil, il a 108 ans. Et puis l'événement politique ce soir sur France 2, Jean-Pierre Raffarin sera tout à l'heure l'invité de questions ouvertes, intervention très attendue, affaibli dans les sondages, critiqué dans son propre camp. Le Premier ministre répondra aux questions de Gilles Leclerc, ce sera juste après ce journal. Un moment de recueillement et d'émotion donc, c'était il y a un peu plus de 2 heures, sous une fine pluie parisienne. La France, par la voix de Jacques Chirac, a salué les 9 militaires tués en Côte d'Ivoire samedi dernier. Un parterre très fourni assistait à la cérémonie. Philippe Visserias. Les dépouilles de 9 soldats morts en mission entrent dans la cour d'honneur des Invalides, portées par leurs camarades de régiment. Derrière le président de la République, les plus hauts responsables de l'État. Dans la cour, les familles des 9 victimes, des soldats des 3 régiments endeuillés. L'émotion est palpable. Vous étiez venu en Côte d'Ivoire pour protéger les populations déchirées de ce pays ami. Et vous avez été lâchement frappé, victime d'une agression que rien ne pouvait justifier. Ici, dans ce haut lieu nimbé de gloire militaire, je veux vous dire, au nom du peuple français, que nous ne vous oublierons pas. Puis Jacques Chirac décore à titre posthume les 9 soldats. Adjudant-chef Thierry Baratieux. Légion d'honneur et médaille militaire. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. 3 d'entre eux appartenaient au 2e régiment d'infanterie de marine du Mans. Le plus jeune avait 22 ans, il était père de 2 enfants. Toutes les familles n'ont pas souhaité transmettre les photos des victimes. Le 515e régiment du train de Braconne a également perdu l'un des siens. Mais l'unité la plus touchée est le régiment d'infanterie de chars de marine de Poitiers, qui a perdu 5 hommes dans le bombardement de Boisquet. Oui, il faut rappeler que l'armée française n'avait pas connu d'attaque aussi meurtrière depuis le Liban au début des années 80. Les proches et les familles des soldats assistaient également, bien sûr, à l'office puis à l'hommage militaire. Thierry Curtet, Franck Brisset. Adjudant-chef Philippe Capdeville. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Philippe Capdeville avait 47 ans, une femme, 3 enfants. Unis, resserrés dans cette immense cour des Invalides, sa famille est au premier rang pour le regarder partir. Il était volontaire et heureux de retourner en Côte d'Ivoire. Nous avons vécu plusieurs années en Côte d'Ivoire. Mes parents, ils ont vécu également une quinzaine d'années. Donc la Côte d'Ivoire, c'était un pays vraiment d'accueil pour nous. On a adoré la Côte d'Ivoire jusqu'à samedi. Dans quel état d'esprit lui était parti? Il est parti très heureux, très content de retrouver ce pays qu'il aimait beaucoup. Un peu comme sa seconde patrie finalement. Une double vocation en fait. Son père était lui aussi militaire. Son unité, il ne l'a pas choisie par hasard.
Le régiment d'infanterie et de chars de marine est le plus décoré de France. Il a aussi la vocation à voyager. Je veux dire, c'est un frère d'armes. Comment vous, militaire, vous gérez ce genre d'accident? Comme la famille, peut-être pas aussi fort que la famille parce que il y a le lien du sang, mais pour nous, nous perdons un frère. C'est comme ça, il faut comprendre. L'ex-Yougoslavie ou l'Afrique, l'adjudant-chef Philippe Capdeville avait déjà beaucoup servi la France. Son régiment a passé 16 mois hors de nos frontières ces 2 dernières années. Pendant ce temps, je vous le disais, le rapatriement a commencé, des femmes et des enfants, surtout des hommes aussi. À l'embarquement à Abidjan, il y avait de la colère, de la tristesse et du soulagement. Envoyés spéciaux, Éric Monnier, Frédéric Ranck. La plupart d'entre eux ne voulaient plus parler, plus raconter les dernières heures d'angoisse dans cette Côte d'Ivoire tant aimée qu'ils s'apprêtent maintenant à quitter en catastrophe. Quelques centaines de ressortissants français sont partis cet après-midi vers la France, soulagés, mais aussi résignés. Un aller simple, très loin du bonheur vanté sur les affiches. Dans un aéroport bouclé par les forces françaises, des avions réquisitionnés pour les familles d'abord et les plus faibles. À quelques minutes du départ, on parlait d'au revoir, pas d'adieu. C'est un pays qui se noie en ce moment, qui est en train de se perdre. Et puis nous, on s'en sort bien. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus souffert que nous, je pense. Je pars au moins 2 mois réfléchir, surtout rassurer ma famille qui vit les choses encore plus difficilement que moi avec l'éloignement. Et après, on va voir. Sur le tarmac, un avion des forces spéciales britanniques, des policiers d'élite espagnols, d'autres pays ont aussi décidé d'évacuer leurs ressortissants. Toute la journée, les troupes françaises avaient rassemblé les candidats au départ, utilisant même la lagune jugée plus sûre. Vous avez de l'espoir quand même de revenir? Pas tout de suite. C'est trop vilain. On verra. J'aimerais bien. Dans la partie nord de la ville, théâtre de manifestations violentes hier, les casques bleus de l'ONU faisaient de Une même. fois que tout le monde sera rassemblé ici, on aura un renfort de bus qui nous permettra de récupérer tout le monde. On passe de l'autre côté, le sud de la ville. C'est la première étape. Pour vous, c'est pas forcément un départ vers la France? Pas forcément. À quelques centaines de mètres de là, les partisans de Laurent Gbagbo commençaient à se rassembler, rappelant, si besoin était, que le pouvoir en Côte d'Ivoire est toujours dans la rue. Désireux de partir au plus vite hier, la situation plutôt calme d'aujourd'hui fait encore hésiter certains Français de Côte d'Ivoire. Ils savent qu'ils laisseraient ici un emploi parfois, un style de vie et des amis. En direct de Roissy, on retrouve Claude Sampère. Bonsoir Claude. L'arrivée du premier avion est attendue d'ici 1 heure ou 1 heure et demie. Écoutez, effectivement, le premier avion devrait arriver ici à 21h30. 3 autres avions devraient suivre ensuite. En tout, on attend près de 843 Français en provenance de Côte d'Ivoire ici ce soir à Roissy. Pour vous dire, les autorités françaises ont mis en place un dispositif d'accueil très impressionnant. On a croisé des dizaines de volontaires de la Croix-Rouge, du Secours catholique, qui sont là pour accueillir ces réfugiés. Alors, dans un premier temps, chaque famille se verra proposer des produits de première urgence, des produits de première nécessité, des habits par exemple, des chaussures, aussi du lait pour les bébés, des couches pour les bébés, parce que vous savez que certaines familles qui vont arriver ici ce soir à Roissy ont presque tout perdu. Dans un deuxième temps, ces familles vont être prises en charge par différents représentants des administrations françaises. On va leur proposer un hébergement d'urgence pour celles qui leur souhaitent un soutien financier, aussi une inscription pour les enfants à l'école, là où ils se rendront dans les jours qui viennent. Donc un dispositif très impressionnant, un dispositif d'accueil. Sachez enfin, c'est la dernière information que je voulais vous donner, que des policiers seront aussi présents ici ce soir à Roissy. Certaines familles ont subi des violences, certaines femmes, par exemple dans le premier avion, 3 femmes ont été violées, et les familles qui désireront porter plainte à leur arrivée ici ce soir à Roissy pourront le faire devant ces policiers. Merci Claude pour ces précisions. À noter que le Canada, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne ont décidé d'évacuer leurs ressortissants. Sur place, dans le pays et en particulier à Abidjan, on l'entendait il y a un instant, aucun incident grave n'a été signalé aujourd'hui, mais les manifestants anti-français continuent de se mobiliser. Samassoula. Sur la route de l'aéroport d'Abidjan, contrôle des soldats français. C'est la règle pour accéder à toutes les zones sécurisées où sont regroupés les Occidentaux. Autour de l'hôtel Ivoire, l'armée ivoirienne a remplacé les blindés français qui se sont repliés un peu plus loin autour d'un autre hôtel juste après la violente fusillade d'hier.
Le face-à-face entre les partisans de Laurent Gbagbo et les soldats français positionnés à l'hôtel Ivoire a été brutalement interrompu. À l'intérieur de l'hôtel, des Français qui attendent leur évacuation sont terrorisés. Les tirs très nourris ne durent que quelques secondes, mais c'est le bain de sang. Une dizaine de morts et de très nombreux blessés. Impossible de savoir qui a tiré. Les manifestants et les proches du président Gbagbo accusent l'armée française d'avoir tiré sur la foule. Le démenti français est formel. C'est absolument faux, mais vous savez qu'Abidjan est un lieu où il y a beaucoup de rumeurs d'ailleurs utilisées pour essayer de monter la foule contre la communauté étrangère. Ce soir, dans les quartiers du Plateau et de Cocody, la mobilisation anti-française se poursuit. Les partisans de Laurent Gbagbo affirment vouloir protéger la résidence présidentielle qui se trouve à proximité. Dans les hôpitaux, les morts et les blessés affluent depuis samedi. Mais impossible de donner un quelconque bilan, ni assurer qu'aucun Français ne se trouve parmi les victimes. Et puis une autre de nos équipes a pu se rendre dans la ville de Bouaké. C'est là que les militaires français ont été bombardés, c'est là que tout a commencé donc. Et on dispose de nouvelles indications sur les circonstances de cette attaque. Dans un instant, nous serons en ligne avec Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, pour entendre sa réaction. D'abord le reportage de nos envoyés spéciaux Richard Binet, Bruno Giraudon. Les visages sont graves lorsque les bulldozers du génie militaire tentent de retirer les carcasses des blindés détruits lors de l'attaque du contingent français de Bouaké par l'aviation ivoirienne. 9 morts, 31 blessés rapatriés en France, dont certains dans un état critique. Ce qui s'est passé le 6 novembre dernier a créé un choc que tout le monde ressent. Certains l'ont ressenti dans leur chair de manière très profonde, comme vous le savez. D'autres l'auront ressenti dans leur tête. Tout le monde se serre les coudes pour faire face à la douleur. Les dégâts témoignent de la violence du bombardement. Les 2 Sukhoi, des chasseurs de fabrication soviétique, ont lâché leurs roquettes sans discernement sur les bâtiments. Erreur de cible, disent les autorités ivoiriennes. Les militaires français présents lors de l'attaque en doutent. Le premier avion est passé tout d'abord par là. Ensuite, un second avion est arrivé par ici, a effectué un virage, donc dans ce sens-là, hein, est venu prendre son axe d'attaque et ensuite est venu tirer sur les premiers bâtiments qui se trouvaient au bout de la zone. Donc il y a eu un passage de reconnaissance? On peut peut-être dire un passage de reconnaissance, bon je ne peux pas l'affirmer, mais donc les gens sont passés. Le drame de Bouaké montre les limites de la force d'interposition en Côte d'Ivoire. Entre le nord qui les accuse d'avoir stoppé leur offensive et le sud qui s'enflamme, les soldats français marchent sur un fil qui risque à tout moment de se rompre. Voilà, nous sommes en ligne à Abidjan avec le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors je résume les éléments dont on dispose ce soir sur ce bombardement qui a tout déclenché. Il y a eu 2 survols à basse altitude et les bombes utilisées étaient des armes de précision. Autrement dit, toute confusion semble impossible. Est-ce que vous persistez dans ces conditions à appeler cette attaque une bavure ? Mais moi, je n'ai encore rien dit. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'une bavure. J'ai dit que je suis surpris par la réaction française. Parce que quand un tel phénomène arrive, et évidemment, il faut s'incliner devant les morts, il faut les saluer, mais il faut faire une enquête pour savoir exactement ce qui se passe. Mais Monsieur le Président... Une enquête n'a encore eu lieu. Et je suis surpris que les Français aient déjà conclu et aient riposté et détruit nos aéronefs, c'est ça. Mais vous-même, vous avez qualifié immédiatement cette attaque d'erreur. Et chez nos confrères, dans une interview répercutée par l'agence France Presse aujourd'hui, vous parlez de bavure. Or, les éléments semblent montrer qu'il n'y avait pas de confusion possible. Mais je vous dis que quand il y a mort d'hommes sur un théâtre d'opération entre 2 armées qui ne sont pas ennemies, il faut faire une enquête. Mon problème se situe à ce niveau. Mais pour vous, cette attaque n'était pas délibérée? Ah non, mais on n'a pas décidé d'attaquer les Français.
et on ne peut pas décider de les attaquer. Mais moi, je ne suis pas un technicien. C'est pourquoi je souhaite qu'on laisse les techniciens mener les enquêtes. Si ce n'est pas une bavure, alors on sanctionne ce qu'il faut sanctionner. Monsieur le Président, aujourd'hui encore, des Français sont agressés, pillés, menacés de mort à Abidjan et ailleurs. Vous avez appelé dans une déclaration à l'apaisement, mais dans le même temps, la radio officielle, qui dépend qui est placée sous votre autorité, cette radio appelle les manifestants à nouveau à descendre dans la rue. Est-ce que vous ne pratiquez pas un double langage? Non, il faut bien comprendre ce qui se passe. Il y a les personnes qui ont été tuées à Bouaké dans le cantonnement français. C'était une crise. Cette crise, nous y avons mis fin en appelant, je crois, dimanche soir, quand nous avons eu l'attitude du ministère français des Affaires étrangères, nous avons appelé à l'apaisement et nous avons demandé à tout le monde de partir. Quand aussitôt, il s'est déployé devant mon domicile 35 chars, 35 blindés français, qui après discussion sont allés devenir une centaine de chars autour de l'État d'Ivoire, qui est quand même à 600-700 mètres de la résidence du chef de l'État. Ça a ouvert une nouvelle crise, parce que les gens se sont dit, les chars français viennent s'attaquer au président de la République. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous vous adressez à eux, ceux qui ont cru ça, et vous leur dites rentrez chez vous? Aujourd'hui, nous sommes en train de vider la rue progressivement. Vous croyez encore à la réconciliation avec les rebelles? Mais de toutes les façons, les Ivoiriens sont condamnés à se réconcilier, parce qu'ils sont condamnés à vivre ensemble. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, merci au président Laurent Gbagbo. Entretien enregistré il y a 3 quarts d'heure environ, Laurent Gbagbo, qui dit croire toujours à l'application des accords de Marcoussis. Dernière information en provenance d'Abidjan, l'évasion de près de 4000 détenus de la prison à l'occasion de travaux de sécurisation, 4000 sur 5500 prisonniers. Une évasion sans rapport apparemment avec les manifestations en cours, c'est ce qui est affirmé là-bas. Yasser Arafat est entré dans la phase finale de sa vie. Cette fois, son entourage l'affirme officiellement. Sa mort est inéluctable. L'attente se poursuit donc à Clamart, où il est hospitalisé. Et le dignitaire religieux qui s'est rendu à son chevet aujourd'hui a voulu couper court à toutes les suppositions. Pas question de débrancher les appareils respiratoires, dit-il. Christelle Bertrand, Anne-Sophie Chaumier-Lecomte. Il est venu spécialement de Ramallah. L'imam Taïsir Al-Tamimi est le chef des tribunaux religieux en Palestine. Le haut dignitaire musulman est resté plus d'1 heure au chevet de son vieil ami. Il lui a lu le Coran et il a prié. L'imam tient à démentir une rumeur. Il n'est pas là pour aider à abréger le coma du leader palestinien. Je condamne catégoriquement l'euthanasie. C'est interdit par la religion musulmane et par toutes les religions. Et tant que son cœur est en vie, il restera sous traitement. Yasser Arafat est ce soir plongé dans un coma irréversible. L'annonce de son décès est imminente, mais ses proches réfutent catégoriquement qu'il soit artificiellement maintenu en vie. Cette idée de débranchement, elle n'est faite que pour essayer de susciter une déstabilisation de l'opinion publique palestinienne qui ne peut pas croire qu'en France, dans un hôpital aussi important, quiconque puisse penser à débrancher quoi que ce soit. Depuis 12 jours, les marques de soutien s'amoncellent tout au long de la rue qui borde l'hôpital de Clamart. Ici, comme à Ramallah, les Palestiniens se préparent à entendre l'annonce du décès du vieux leader. Bulldozers, pelles mécaniques et camions déblaient la Moukata, là où Yasser Arafat était reclus ces 3 dernières années et là où il devrait être enterré. En bout de table, une chaise est vide. Dans la Moukata, sans Yasser Arafat, les instances palestiniennes se sont réunies pour régler les obsèques et la succession. Au Caire, les autorités égyptiennes annoncent qu'elles sont prêtes à organiser les funérailles de Yasser Arafat, la ville où, selon ses biographes, il est né il y a 75 ans. Et voici l'homme qui assurera l'intérim de 60 jours. Il s'appelle Raoui Fatou, il a 55 ans, il est président du Parlement palestinien. C'est un fidèle du président, mais on le décrit comme marginal et effacé. Rappelons qu'à l'issue de cette période d'intérim, des élections auront lieu dans les territoires palestiniens. Et puis 2 images côté israélien. D'abord, c'est quelques dizaines de juifs orthodoxes qui ont chanté et dansé dans les rues de Jérusalem sans attendre l'annonce officielle de la mort de Yasser Arafat. Et puis le sourire d'Ariel Sharon.
c'était hier. Le Premier ministre israélien était interrogé, il réagissait à l'agonie du président de l'autorité palestinienne. J'espère qu'il y aura moins de terrorisme et que le processus de paix pourra avancer, avait-il alors déclaré. Réaction maintenant à Gaza, le fief des islamistes du Hamas. Là-bas aussi, on a compris que tout était joué. Sur place, Martine Laroche-Joubert, Gilles Jacquier. Un champ de ruines. C'est tout ce qu'il reste du quartier général de Yasser Arafat à Gaza après les bombardements israéliens il y a 2 ans. Nous sommes dans l'ancien bureau du président. Avant décembre 2001, le mois de son départ pour Ramallah, les grands de ce monde, Clinton, Chirac, ont été reçus ici. Mais la nostalgie cède la place pendant cette longue attente à la volonté de lutter. Nous avons reçu assez de lui pour continuer notre marche pacifiquement. On aimerait arriver au bout de notre combat. Accolé à ce symbole du passé, un bâtiment neuf, construit pour le retour d'Arafat. Il ne le verra jamais, mais d'autres s'en servent ce matin comme quartier général. Des membres de l'autorité palestinienne cherchent un terrain d'entente avec les mouvements fondamentalistes du Hamas et du djihad islamique, Gaza et leur fief. Des conciliabules pour tenter d'éviter des affrontements entre les factions palestiniennes, c'est l'heure des bonnes intentions. Nous voulons établir l'unité entre les factions et nous avons décidé d'interdire la guerre civile. Le combat des islamistes pour prendre le pouvoir commencera peut-être plus tard. Pour le moment, la grande crainte des habitants de Gaza est de rester bouclés ici sans avoir l'autorisation des Israéliens de se rendre à Ramallah si les obsèques de Yasser Arafat se déroulent là-bas. En bref, encore à l'étranger, l'avancée de l'armée américaine à Falloujah. Les forces de la coalition contrôlent 70% de la ville à l'issue de combats intenses, mais de fait moins difficiles que prévu. 11 soldats américains, 2 soldats irakiens ont été tués depuis le début de l'assaut. L'armée irakienne qui indique avoir découvert lors de son avancée à Falloujah des maisons où des otages étrangers ont été égorgés. Et à noter à ce propos que le cousin du Premier ministre irakien, Iyad Alaoui, a été enlevé ainsi que son épouse et leur belle-fille dans le centre de Bagdad. Une organisation inconnue a menacé de les exécuter d'ici 2 jours si cette offensive de Falloujah n'est pas stoppée. Rappelons que nos 2 confrères français, Christian Chesneau, Georges Malbruno et leur chauffeur Mohamed El Joundi sont détenus depuis 83 jours maintenant. Les affrontements en cours rendent les choses particulièrement difficiles, a déclaré tout à l'heure le porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé. Enfin, un dernier mot avant de refermer ce chapitre étranger, une information, disons, encourageante. La République serbe de Bosnie a présenté pour la première fois ses excuses officielles pour le massacre de Srebrenica pendant l'été 1995, au cours duquel près de 8000 musulmans avaient été tués. En France, une journée importante au procès d'Émile Louis. La cour d'assises s'est transportée sur les lieux où il aurait enterré les corps de certaines de ses victimes. On a vu apparaître l'accusé, tête basse, dos voûté et qui nie toujours farouchement. Dominique Verdaillan, Frédéric Capron. Sa zone de pêche, selon Émile Louis. Son cimetière personnel, selon les familles des 7 disparus. Encadré par 6 policiers, Émile Louis a parcouru les 7 lieux qu'il avait désignés durant sa garde à vue. À l'emplacement où l'un des 2 corps a été retrouvé, Émile Louis confirme. C'est là qu'il dit avoir vu 2 inconnus porter un lourd paquet. À ses côtés, les familles des victimes l'écoutent, silencieuses, recueillies, dignes. Pourtant, plus tard, la sœur de 2 victimes est prise d'un malaise, tandis qu'une autre laisse éclater sa colère. J'ai ressenti une douleur d'entendre quelqu'un qui nie, qui arrive à donner des endroits et qui nie, c'est tout. Voilà, la honte, elle est là et vous voulez que je vous dise de plus. Toujours égal à lui-même, une très bonne mémoire, très disponible, beaucoup de détails. Beaucoup de détails, mais aucune révélation. Face au président Jean-Pierre Jetty, Émile Louis parle, confirme, se souvient, mais ne sait de rien. Pendant 3 heures, jurés, magistrats, avocats assisteront au même scénario, 7 fois de suite, sur une distance d'à peine 2 kilomètres, une audience à ciel ouvert, sans intérêt selon la défense. Pour lui, ça consiste à montrer les endroits qu'il a déjà désignés, et on sait que pour 5 d'entre eux sur 7, on n'a rien trouvé, donc pour lui, c'est peut-être une promenade inutile. Ouais. Promenade inutile, sans doute pas pour les jurés, car ce soir, Émile Louis est toujours dans l'incapacité de dire comment il a pu donner avec précision ces sites si difficiles d'accès. Et pressé de questions par les magistrats, il lâche, j'ai dit cela au petit bonheur, la chance.
Nouvelle mobilisation contre les violences conjugales. Les ministres de la Justice, Dominique Perben, et de la Parité, Nicole Emeline, ont rappelé qu'une femme sur 10 serait touchée en France. Un guide des bonnes pratiques a été présenté. Et puis le Secours populaire lance également à la fin du mois une campagne à la télévision. Voici ce clip. On s'est rencontrés au mois de mai et on s'est mariés 2 mois après. On riait bien, on s'aimait. Puis petit à petit il a changé. Il est devenu agressif, jaloux. Un jour, on s'est disputé et il m'a frappé. Après, c'était tous les jours qu'il me frappait. Alors, j'ai fini par le quitter. Par la fenêtre. Comme chaque année avant les grands froids, on s'inquiète pour les sans-abri. Le gouvernement a présenté son plan hiver, jusqu'à 8000 places supplémentaires dans les centres d'accueil. Elles s'ajoutent aux dispositifs en place toute l'année. Pour les associations et le SAMU social, l'hiver a déjà commencé. François-Julien Piednoir, Philippe Quéroux. C'est quel âge il a, ce type-là? Est-ce que tu penses qu'il va supporter les -5, les -10 qui vont arriver dans cet hiver avec son petit duvet? Malgré sa colère et le froid, Habib et ce vieil homme de 75 ans resteront dehors pendant l'hiver. Pour eux, pas question d'aller dans un centre d'hébergement. Il n'y a pas de place déjà d'une, et de deux, même si tu as une place, c'est dans des conditions tellement graves, comme on dit, je vais te dire un truc, vaut mieux dormir dehors tranquille, plutôt que dans un centre où tout le monde vient de casser les couilles toutes les demi-heures. Salah, lui, n'a pas fait ce choix. Sans emploi, sans toit, comme tous les soirs, il pousse la porte d'un centre d'accueil d'urgence. Mais difficile de trouver une place, les centres sont saturés. C'est souvent le hasard qui fait bien les choses, comme on dit, et il faut tomber dessus, quoi. Et qu'il y a une place qui se libère, et puis c'est pour toi, au petit bonheur la chance, quoi, comme on dit. Alors c'est vrai que pour certains qui ont cette chance-là, ça va, mais pour d'autres, c'est pas le cas. C'est pas arrivé en retard, alors. Salah pourra dîner et dormir ici pendant un mois. 20 places supplémentaires sont disponibles dans ce centre grâce au plan hiver. Un plan qui comporte 3 niveaux. Niveau 1, tous les acteurs sociaux sont en alerte. Niveau 2, le grand froid, à partir de -5 degrés la nuit, 8000 lits supplémentaires, les équipes du 115 et les maraudes sont renforcées. Niveau 3, dit froid extrême, il fait -10 la nuit, on ouvre gymnase, station de métro et lits d'hôpitaux. Tu sais comment c'est ça? Un plan censé aider 90 000 sans-abri, sans compter les irréductibles, ceux qui refusent de se plier aux règles des hébergements collectifs. Pas d'alcool et pas de chiens, ils préfèrent encore rester dehors. Les premières neiges abondantes sont tombées aujourd'hui sur le centre et le nord-est du pays. Image ici de l'Intal, près de Strasbourg, où les routes ont été déblayées au chasse-neige dans la journée. Il est tombé 10 cm sur les crêtes. Prudence donc en voiture. Ce week-end du 11 novembre, si vous en bénéficiez, sera aussi peut-être l'occasion de tester l'allumage des feux de code en pleine journée. Cela fait 10 jours que la mesure incitative a été initiée. Un bilan plutôt encourageant, puisque 30% des conducteurs l'appliquent. Diego Garcia, Rémi Poissonny. Y aurait-il du retard à l'allumage? Apparemment, oui. Il y a 2 semaines, 55% des conducteurs se disaient prêts à allumer leur feu en plein jour. Aujourd'hui, les gendarmes constatent qu'ils ne tiennent pas tous parole. Pas encore devenu un automatisme. C'est un peu comme la ceinture quand elle a été instaurée. Une fois qu'on aura l'automatisme, je pense que lorsqu'on mettra le moteur en route, on allumera à ce moment les feux de croisement automatiquement. National 104 en région parisienne, il est 15 h. Petite expérience. Sur 100 voitures comptées, 32 roulent feux allumés. Plus de 2 conducteurs sur 3 gardent donc les feux éteints. Une moyenne que confirment les gendarmes. Vous ne verbalisez pas pour ça? Non, puisque ce n'est pas obligatoire. C'est une incitation, c'est tout. Mais c'est pas obligatoire. Est-ce que vous allez le faire? Bah si c'est obligatoire. Bah non, si c'est pas obligatoire, bien sûr que non. Mais pourquoi? Ça me paraît pas lumineux, quoi, si on peut dire. Pourquoi? D'après ce qu'on dit, ça va nous faire consommer plus, ça va user nos ampoules, qui a priori sont pas prévues pour être tout le temps allumées. Et puis franchement, en plus sur autoroute, on n'a pas de vis-à-vis. Et puis, il y a ceux qui sont totalement pour. Je suis intéressé à pouvoir voir un véhicule qui arrive dans l'angle mort de mon rétroviseur et que je n'aurais peut-être pas discerné si je n'avais pas eu l'appel de phare ou les phares qui se reflètent dans mon rétroviseur. L'opération feu de croisement sera testée pendant 5 mois. Si elle est concluante, la mesure deviendra obligatoire. L'objectif des pouvoirs publics restant de sauver à terme 400 vies par an. Sécurité routière, changeons. La route toujours en Allemagne cette fois, avec de premières fortes chutes de neige qui ont entraîné des perturbations du trafic, accidents, ralentissements, des arbres sont même tombés sous le poids de la neige, barrant certaines routes de Bavière dans le sud du pays.
Les commémorations du 11 novembre, l'armistice signé en 1918 a mis fin, vous le savez, à la Première Guerre mondiale. En fin d'après-midi aujourd'hui, la flamme du souvenir a été ravivée, comme tous les jours, sous l'Arc de Triomphe à Paris. Le chef de l'État y rendra hommage demain aux soldats inconnus et par ce biais aux millions de Français morts au combat. L'épreuve des tranchées a été particulièrement redoutable, un calvaire pour les poilus. Il n'en reste que 15 aujourd'hui, tous évidemment centenaires. Daniel Wolfrom, Frédéric Capron. Et en avant pour la visite des tranchées. Les enfants sont anglais sur ce secteur de la Somme. Ce sont les troupes britanniques qui ont subi le choc principal, des pertes gigantesques. Et voilà ce qui reste des tranchées d'époque. Ces buttes de gazon soigneusement entretenues par les Canadiens. Vestige exceptionnel du no man's land qui séparait les armées alliées des troupes allemandes. Pour l'historien de la Grande Guerre, ce paysage témoigne de la violence des combats. Ici derrière moi, oui, il n'y a plus que 200 mètres jusqu'à la tranchée allemande et c'est sur ces 200 mètres, eh bien, on peut perdre, comme ici le 1er juillet 16, 1 millier d'hommes sur une bande de terrain extraordinairement étroite et absolument sans aucun bénéfice tactique. En ce funeste 1er juillet 1916, sur les 40 km de front de la Somme, 20 000 soldats britanniques tombent en quelques heures, une offensive ratée, une de plus. Bilan de la guerre de 14, 9 à 10 millions de soldats tués, parmi eux 1 450 000 Français. Pour les troupes combattantes, cela représente un officier sur 3, un homme sur 4. En moyenne, chaque jour meurent 900 soldats français et 1300 Allemands. Une question lancinante, pourquoi ces soldats ont-ils tenu ces 4 années durant sous le feu, dans le froid et la vermine? Il y a d'abord la solidarité avec les camarades, le groupe primaire, on ne laisse pas tomber les camarades. Il y a le sentiment de défense, on défend son territoire, on défend les siens, on défend la civilisation aussi. Et puis le patriotisme qui était un des réflexes finalement les plus ancrés chez tous les soldats de toutes les armées de la Grande Guerre. Léon Veil, un des 15 derniers poilus vivants, ne se pose pas la question. Il fallait y aller, Il fallait rester sur place le temps qu'on devait rester aux tranchées, dans les secteurs d'attaque. Des fois, il n'y avait pas de tranchées, on était dans un trou d'obus, où on pouvait, ou à plat ventre, n'importe où. Ils ont donc tenu ces hommes dans leurs tranchées avec cette force mystérieuse, si difficile à comprendre aujourd'hui. Léon Veil, à qui nous consacrerons un plus long reportage demain. Le Beaujolais nouveau n'est pas encore arrivé, mais ça ne saurait tarder. Il sera mis en vente le 18 novembre. Et d'ici là, pas une bouteille ne doit être débouchée, c'est la loi. Et les contrôles sont draconiens. Aurélia Guillemin, Vincent Ferreira. C'est quoi ça, monsieur Coquin? Ça, c'est du rosé. Contrôle inopiné dans une cave du Beaujolais. Beaujolais? Oui, Beaujolais. Vérification des stocks, agrément du viticulteur jusqu'au lancement du Beaujolais nouveau, les contrôleurs des douanes sont particulièrement vigilants. Passé les formalités administratives, le produit lui-même est passé au crible. On peut voir encore que le vin n'a pas fini totalement de travailler et donc visiblement c'est de la récolte de cette année. Les prélèvements diront si le breuvage mérite ou non l'appellation de Beaujolais nouveau. Taux de sucre, d'eau, tous les ajouts sont réglementés, mais en matière de vin primeur, les contrôles aussi ont leurs limites. Le Beaujolais nouveau est déjà en circulation, voire déjà consommé quand nous allons avoir les résultats de ces analyses. Depuis 3 semaines en effet, sous ce chapiteau spécialement installé à l'aéroport de Lyon, 8000 tonnes de Beaujolais primeur attendent d'être expédiées aux 4 coins du monde. Le Beaujolais commence son voyage dans des camions et il va atteindre différents aéroports de la communauté pour s'envoler vers le Nouveau Monde, ce Nouveau Monde étant le Japon, ou l'Asie, ou l'Amérique. Au total, cette année, plus d'1 400 000 bouteilles auront transité ici, sous les yeux affûtés des douaniers. Où est-ce que vous avez ne pas mettre en vente à partir de... À partir du 3e jeudi de novembre, la réglementation applicable partout. Ce matin, 17 avions sont partis livrer le Japon. Décalage horaire oblige, c'est là-bas que le Beaujolais 2004 sera dégusté en premier.
Un mot de football. Auxerre vient de se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Victoire il y a quelques instants au tir au but face à Rennes, 5-3. Il y avait un partout à la fin du temps réglementaire. Début signé pour Rennes de Kallström. Et puis Dudu a marqué contre son camp. Et c'est finalement l'Achuer, vous le voyez, qui a offert le but victorieux. Un choc ce soir, je vous le rappelle, Marseille-PSG à suivre sur France 3. Et puis on connaît la liste des 19 joueurs de l'équipe de France sélectionnés pour affronter la Pologne mercredi. Le grand absent sera Robert Pires. Il n'a pas été retenu par Raymond Domenech. De nouveau en revanche, Malouda et Meriem. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, question ouverte spéciale. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin répond aux questions de Gilles Leclerc. La météo, Patrice Drevet. Point route, Valérie Maurice. 21h, un épisode inédit de Louis Page. Le prêtre est confronté à des accusations de pédophilie. 1h05, dernier journal, Laurence Piquet. 1h30, des mots de minuit spécial fin du Ramadan avec Philippe Lefebvre. Et on se quitte sur ces images du dernier modèle de Rolls-Royce. Une décapotable à 4 places. Prototype dévoilé aujourd'hui à Singapour qui devrait être commercialisé dans 3 ans. D'ici la fête des économies, le premier prix devrait être de 300 000 € tout de même. Tout de suite, question ouverte, à lundi.